Bonjour à tous. Écoutez, on est ravis avec l'équipe Green to Market de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, le neuvième, qui est consacré au textile, donc économie circulaire et éco-conception dans l'univers du textile. On a la chance donc d'avoir aujourd'hui deux témoignages qui seront sans doute très inspirants pour ce webinaire. Donc tout d'abord, je me présente. Je suis Florence Roulinck. Je travaille donc sur cette marque Green to Market depuis maintenant 4 ans. On l'a co-créée avec le pôle éco-conception et moi, je fais du marketing externalisé depuis 8 ans maintenant et j'accompagne les entreprises dans la transformation de leurs offres sur tout ce qui est produits et services en intégrant bien sûr les données environnementales. Voilà. Samuel, peut-être tu peux dire un petit mot de ton côté? Ouais, je me suis pas présenté tout à l'heure quand j'ai fait l'accueil. Donc, Samuel Maillard, moi, je dirige le pôle éco-conception. Donc, moi, je travaille dans l'éco-conception depuis la fin du siècle dernier. Donc, je suis un peu un dinosaure. Et donc, voilà, je me suis associé avec Florence dans le cadre du pôle éco-conception pour travailler sur le marketing durable. Voilà, merci. Donc tout de suite, on va passer aussi la parole à nos deux intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Eric, je te laisse peut-être dire un petit mot, te présenter, puis nous dire un mot des tissages de Charlieu. Oui, donc je m'occupe un petit peu des tissages de Charlieu et de nouvelles fibres textiles. Je dis un petit peu parce que mon associé Antoine Saint-Pierre, lui, s'en occupe beaucoup. Deux sociétés, Tissage de Charlieu, donc tissage et confection, et Nouvelles Fibres Textiles, qui est un site de recyclage. On voit en bas. Super. Donc on te retrouve tout à l'heure. Et donc Laurence Glorieux, je te laisse dire aussi un petit mot de présentation. Bonjour, Laurence. Donc, j'ai un atelier de couture à Lyon spécialisé dans des pièces personnalisées et ou sur mesure. Voilà, avec des matières françaises dont je parlerai après. Voilà. Merci, super. Voilà, donc juste avant de vous laisser à tous la parole, je voulais refaire un petit rappel sur Green to Market. Donc, pour vous redire, certains peut-être ne nous connaissent pas, pourquoi on a décidé d'associer le marketing responsable et l'éco-conception. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit, et ça c'était il y a 4 ans, et c'est de plus en plus présent, on arrive dans des situations de limite planétaire qui sont de plus en plus stratégiques. On voit que les demandes aussi des consommateurs et même en B2B des industriels et des clients évoluent en intégrant maintenant des données environnementales avec aussi toute l'évolution de la réglementation. Et en fait, travailler l'environnement, c'est bien, mais il faut bien sûr que les entreprises restent profitables pour avoir une activité pérenne qui reste finalement centrale et importante pour trouver aussi des marchés qui soient pertinents. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a créé Green to Market. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier dès les moments, les périodes d'innovation, d'identifier, tu peux peut-être, Samuel, passer sur les slides d'après, d'identifier en fait les opportunités qu'on peut avoir pour prendre des places sur des marchés et se différencier grâce à l'éco-conception. Donc très Ouais. clairement, cette démarche, on peut passer aussi la slide suivante. Pour un petit rappel, oui, juste avant, sur l'éco-conception, peut-être que certains, on va en parler beaucoup, donc on vous a remis la définition, donc selon la norme ISO 14006. Cette approche, elle prend en considération tous les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement, c'est pour ça que je vous parle d'innovation, dans le but, bien sûr, de réduire les impacts environnementaux qui sont négatifs et qui existent tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Et pour rappel, sur la slide suivante, le cycle de vie, très rapidement, vous le voyez là sous forme d'un cercle, ce sont toutes les étapes en fait qui vont aller de l'idée, c'est-à-dire la conception, en passant par extraction des matières, énergie, fabrication, transport, utilisation du produit ou du service et fin de vie. Donc tout ce cycle de vie qui idéalement doit être circulaire, c'est-à-dire que la fin de vie, il faut la retarder au maximum pour peut-être repartir dans une boucle et recommencer. Et en fait, dans toutes ces étapes, on va réfléchir à la façon de transformer l'offre de façon intelligente d'un point de vue marketing et de façon intelligente d'un point de vue environnemental pour réduire l'impact.
Voilà en quelques mots ce qu'est Green to Market. Pour conclure, je vous présente très vite, parce que ce n'est pas le sujet du webinaire, les étapes, parce que c'est une méthode qu'on a construite avec Samuel. La première étape, c'est un audit qui va permettre de comprendre la position de l'entreprise, la position interne, donc tout l'audit interne, mais aussi la position externe de l'entreprise par rapport à son environnement, sa concurrence, etc. Et surtout d'identifier les enjeux prioritaires. Donc ces enjeux-là, et c'est sur la slide suivante, sont les enjeux sur lesquels on va travailler sur la stratégie marketing qui doit être en phase avec la stratégie de l'entreprise, évidemment, qui va permettre de définir une certaine segmentation avec des cibles qui sont aussi identifiées d'un point de vue environnemental. Et tout ça va nous aider à trouver le positionnement marketing qui est finalement l'offre qu'on va vraiment développer sur la cible qu'on aura identifiée sur ces éléments environnementaux. Donc vous voyez, dans toutes les étapes, l'environnement est présent. Et donc, dès qu'on a terminé cette phase 2, on passe à la phase complètement opérationnelle, où là, on va travailler en équipe projet, sur le développement du projet. Donc, on crée cette équipe, on réalise un certain nombre d'évaluations environnementales pendant tout le développement, et on arrive à la phase de lancement et de communication, qui est complètement alignée, bien sûr, avec les phases précédentes, et dans laquelle on intègre systématiquement l'environnement. Donc, en utilisant cette méthode Green to Market, on arrive aussi à des niveaux de communication qui sont complètement intégrés, transparents, responsables. Et l'idée, c'est justement d'être aligné sur toute la chaîne. Voilà. Donc, en synthèse, sur cette slide, vous retrouvez les 3 étapes que je viens de vous présenter, avec une 4e étape qui est en gris sur le côté à gauche, qui est une étape de REX, puisque l'idée, c'est de pouvoir évidemment réintégrer dans les projets suivants tout ce qu'on a pu apprendre, à la fois de complexe et de plus simple, de façon à optimiser systématiquement le process. Voilà, très clairement, notre objectif, c'est que les équipes soient le plus vite possible opérationnelles sur ce type de fonctionnement, de façon à ce que ça devienne quelque chose d'habituel et de quotidien, et que ça infuse en fait systématiquement dans tous les projets, produits et services de l'entreprise. Voilà quelques mots sur Green to Market. Alors, comme tout le monde, et un dernier mot aussi, donc on accompagne bien sûr les équipes sur la partie projet. On travaille aussi sur la sensibilisation, la formation des équipes à tout ça. Donc, avec le pôle éco-conception, on a différents modules qu'on présente en cours d'année. Donc, je vous ai remis dans la présentation les prochains modules. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi, sur ces formations, être financé par vos OPCO. Donc là aussi, on peut vous renseigner. N'hésitez pas à nous contacter. Ça peut être à la fois du distanciel, du présentiel intra sur mesure. En fonction, on adapte systématiquement. Voilà. Je pense maintenant, sur la partie Green to Market, le petit rappel est terminé. Samuel, je te laisse la parole peut-être en petite introduction de ce webinaire textile éco-responsable. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc l'idée du résumé, c'est peut-être de repréciser ce qu'est l'éco-conception dans le secteur textile et les différents enjeux. Parce que vous l'avez bien compris que le marketing responsable, on va pouvoir opérer aux différentes phases du développement du produit jusqu'à la mise sur marché, suivi client, etc. Mais là, on a décidé de faire un webinaire très, très orienté textile. Alors, si je reviens sur l'aspect cycle de vie, je vous l'enverrai, on vous enverra le diaporama, bien entendu. On a vu un cycle de vie tout à l'heure avec matières premières, fabrication, utilisation, fin de vie. Mais si on le spécifie au secteur textile, c'est un exemple de spécification, ben, on voit que les matières premières, elles sont de différentes origines. Elles peuvent être d'origine naturelle, synthétique, artificielle. Que la fabrication, le process, c'est des process qui sont quand même avec une certaine chaîne de la valeur. Et on le verra tout à l'heure dans les exemples, parce que il faut produire la matière première, il faut la filer, il faut la tisser, la tricoter selon. Il y a de l'ennoblissement, il y a la confection. Et puis, il y a de la distribution, et c'est-à-dire qu'on va avoir des échanges, des transports lors de ces différentes étapes, ce qui peut avoir un impact important. Et c'est tout l'intérêt d'avoir
ces exemples d'entreprises positionnées en France, parce qu'ils amènent une réponse un petit peu à ça. Et puis, il y a aussi un impact qui est lié à l'usage, puisque un textile, ben, on va le mettre, on va l'utiliser un certain nombre de fois, et ça va nécessiter des lavages, éventuellement du repassage, du stockage, etc. Et puis, bah, vous le savez, et ça c'est une problématique qui est de plus en plus grande, bah, c'est la gestion de la fin de vie de tous ces textiles. J'imagine que vous avez vu dans les actualités les problématiques qu'on a aujourd'hui de traiter ces textiles en fin de vie. Donc la question c'est comment on peut peut-être les réemployer, les réutiliser, recycler, avant de penser à l'élimination qui est franchement pas la meilleure solution qu'on peut mettre en place. Alors, on voit que on a des enjeux environnementaux qui vont se positionner à différentes étapes du cycle de vie. Mais l'idée, c'est que via l'éco-conception et puis via l'approche client, c'est d'avoir une force d'innovation. Et que quand on travaille l'environnement, quand on travaille cet aspect un peu global hein, sur le cycle de vie et sur l'ensemble des impacts environnementaux, il peut émerger un certain nombre de pistes, de lignes directrices, pardon, je vais y arriver, c'est vendredi, il va falloir m'aider, de lignes directrices d'éco-conception. Je vous en ai cité un certain nombre, c'est loin d'être exhaustif, il y a tout un tas de manières de le faire. Donc, quand même, pour repréciser, on peut aussi imaginer d'autres manières de positionner le textile. Il peut y avoir des éléments on va dire, de modèle économique. On peut travailler sur de l'inspiration biomimétique, sur le positionnement sur l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, etc. Et puis, on peut avoir aussi des actions plus, on va dire, mesurées sur les différentes étapes du cycle de vie pour travailler à la fois sur la qualité des matériaux, à la fois sur les procédés, à la fois sur les distances de production, accompagner aussi l'utilisateur dans le bon usage du textile, augmenter la durabilité, c'est-à-dire le temps d'usage de ces produits pour on va dire, on va dire, aller le reporter le plus lointain possible le moment où le dernier utilisateur va se départir du produit et puis savoir gérer avec différentes pistes. Je ne veux pas toutes les faire, ce n'est pas l'objet, on vous transmettra la chose et il y a d'autres roues qui permettent de le présenter. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'éco-conception dans le secteur textile, il y a des enjeux environnementaux, il y a tout un tas de pistes, de solutions à mettre en place. Et puis, on a aussi des enjeux aujourd'hui de transparence et d'affichage. Donc, on sait que, il y a eu un certain nombre de réglementations qui ont commencé à couvrir le secteur textile, que ce soit par la mise en place de la responsabilité élargie du producteur, donc responsable de son produit à la fin de vie, avec la mise en place d'une filière REP qui est dédiée, qui est aujourd'hui notamment pilotée par Paris Fashion. Il y a eu la loi AGEC qui a imposé un certain nombre de choses sur les produits, dont les produits textiles, et aussi en particulier en termes d'affichage environnemental. Et puis aujourd'hui, l'Europe se positionne aussi, positionne en tout cas le secteur textile comme un secteur prioritaire dans les réglementations en cours et à venir, et notamment, on va dire, le programme PEF sur l'affichage environnemental, sur la partie présentation et des résultats, transparence et le SPR. Donc, je reçois des SMS de Florence, donc je pense que je suis trop long. Donc, je vais accélérer, je n'ai pas encore lu le SMS. Donc là, juste pour vous montrer, voilà, aujourd'hui, il y a différentes manières d'afficher. Il y a deux systèmes qui vivent, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Le système français, le système européen. C'est des choses qui vont se régulariser. Et quand on le voit sur une application, voilà, c'est une entreprise avec laquelle on travaille qui s'appelle Lagoped, qui fait des produits outdoor où on essaye de sourcer au maximum du recyclé et de produire au niveau européen. Eux, bon, ils ont décidé d'apposer en termes de transparence un certain nombre de présentations de choses qu'ils ont réalisées et ils mettent en place l'affichage à la fois français et l'affichage européen pour le moment, en attendant un petit peu, de voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, il faut bien comprendre qu'on a un règlement européen qui arrive et qui va repositionner et rebattre un peu les cartes là-dessus. On ne va pas rentrer dans le détail de ce règlement parce qu'on pourrait y passer un webinaire, mais prenez juste ça voilà, en tête que
Il va demander des éléments sur la recyclabilité, le contenu recyclé. Alors, la durabilité, pas tout à fait, on pourra en discuter dans les questions, on va parler plutôt de robustesse. Il y a des éléments liés aux substances préoccupantes et l'idée, c'est de pouvoir afficher aussi une empreinte environnementale ou carbone. Et tout ça est en cours de discussion. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site du pôle. Vous allez retrouver l'éco-concept sur l'éco-conception textile, si vous voulez avoir quelques informations plus approfondies que ce que j'ai pu vous présenter. Et vous retrouverez tout un cas de retour d'expérience d'entreprises engagées. Là, je vous ai mis la GoPed, la fiche complète, mais il y a d'autres entreprises qui sont déjà engagées. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie introductive éco-conception textile. Il me laisse je vais laisser la parole, vas-y, aux vrais experts finalement, ce que sont les entreprises qui produisent. Je te laisse faire la transition, Florence, ou Vas-y, tant que tu es là. Voilà, je suis très heureux voilà, d'accueillir Eric, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, on a travaillé sur les expérimentations d'affichage textile, puis c'est une entreprise qui est pas trop loin de Saint-Étienne hein, Absolument. aujourd'hui, et Eric est très très engagé depuis longtemps, à la fois personnellement, à la fois dans son entreprise, et puis au-delà de son entreprise. Je vais te laisser la main sur comment tu vois, toi, le textile, on va dire responsable, éco-conçu, produit en France, comment tu vois les choses de ton côté? Ouais, je vais parler beaucoup d'économie circulaire parce que je vais commencer par des chiffres euh, qui sont pour nous assez étonnants. Comme vous le savez tous, le jour du dépassement, donc c'est autour du 1er août au niveau mondial. Le 1er août, c'est 60% de l'année. Chiffres qui sont moins connus, mais qui sont des chiffres de la Commission européenne. 50% des émissions de gaz à effet de serre et 90% de la perte de biodiversité sont liées à l'extraction et à la transformation des matières premières vierges. Or, l'économie linéaire, c'est 94% de l'économie mondiale. Donc, d'après les chiffres du 1er août, ce jour du dépassement, le jour où on a dépassé la capacité de notre planète à fournir l'humanité en matière vierge, on devrait être à 60% d'économie linéaire et à 40% d'économie circulaire, ou, autre solution, on baisse de 40% notre consommation. Là, on n'est pas arrivé. Tout ça pour dire que cette économie circulaire, c'est pas un gadget, c'est pas quelque chose qui est bon, peut-être pas mal d'en faire un peu parce que c'est bien en termes de marketing, etc. Non, on peut pas faire autrement. C'est vital. L'exemple du textile, on a fait une étude avec le cabinet Cycleco, commandé par l'Union des industries textiles sur l'empreinte carbone de la filière textile française, c'était il y a 3 ans, un peu plus, nous donne les chiffres suivants en 2021. Le 97% des textiles que nous achetons dans notre pays, que nous consommons dans notre pays, sont importés. Le kilo de textile moyen consommé génère 54 kg de CO2. Si on le produit en France, on divise par 2 cet impact. Si on diffuse en circuit court, on divise par 4 cet impact cumulatif. Hein. Et si en plus on utilise de la matière recyclée, on divise par 10. Divisé par 10, bon, c'est juste un exercice un peu théorique, mais ça marque les choses. Divisé par 10, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Et si on l'applique aux émissions de gaz à effet de serre, en 2023, l'activité humaine a généré 40 gigatonnes de CO2. Divisé par 10, ça fait donc 4 gigatonnes. 4 gigatonnes, on se retrouve à la deuxième moitié du 19e siècle, avant l'ère pétrolière. Donc, concrètement, l'économie circulaire, en termes de décarbonation, elle a une puissance, un impact qui est vraiment particulièrement significatif. Alors, pour l'habillement, mais également pour d'autres secteurs d'activité. En tout cas, pour l'habillement, c'est clair. Et les chiffres que je vous donne, on a fait différents travaux avec l'ADEME, avec différents cabinets, et effectivement, on s'aperçoit que les chiffres que je vous donne, ils ont été validés in situ sur des ACV qui ont été faits sur des processus industriels, et on est bien sur des facteurs 10, voire un peu plus. Ensuite,
je vais vous parler, c'est assez général, mais je vais vous parler des REP. Samuel en a parlé, donc Refashion, etc. Les REP, donc la responsabilité élargie du producteur, c'est cette idée que le pollueur, celui qui met en marché et qui produit, doit payer la fin de vie de ses produits, de trouver une solution pour gérer cette fin de vie de la manière la plus clean possible. Ce principe du pollueur-payeur, pour nous, il doit évoluer. Alors, il se trouve qu'en France, on est un des premiers pays d'Europe ou du monde à s'être doté d'éco-organismes, notamment l'éco-organisme du textile, qui s'appelle donc Refashion. Mais pour nous, il faut on aille plus loin. Il faut qu'on arrête cette idée que je produis à l'autre bout du monde dans des conditions environnementales et sociales dégradées, je mets en marché en France ou en Europe, sur des marchés porteurs, euh, je paye un éco-organisme qui s'occupe de gérer la fin de vie, et ça y est, je me suis affranchi de ces impacts que j'ai générés. Pour nous, il faut que ces éco-organismes et ce système du pollueur-payeur devienne un système du pollueur stimulateur d'un système industriel, d'un écosystème, d'un permasystème qui permet de faire des produits plus respectueux de l'environnement, de l'être humain, etc. En fait, qu'on ensemence avec cet argent des écosystèmes basés sur une économie circulaire, bien sûr, mais de proximité aussi humaine et géographique que va permettre l'économie circulaire, qui, bien sûr, dans sa philosophie, l'idée, c'est de pouvoir recycler au plus près des zones où on a consommé, parce que si la matière qu'on a récupérée en France refait 3 fois le tour de la planète, ça n'a évidemment pas d'intérêt. Il se trouve que en France, nous avons, et d'un point de vue réglementaire, et d'un point de vue, grâce à des organismes comme l'ADEME qui nous ont accompagnés, etc., vu émerger énormément de projets industriels et de réalisations industrielles qui nous font dire qu'on est, on est le pays le plus avancé sur l'économie circulaire textile et en capacité de faire passer cette économie circulaire à un stade industriel très significatif. Aujourd'hui, on est à 20 000 tonnes de recyclés en France. On était à moins de la moitié l'année dernière, en 2024. Et le potentiel qui a été donné à l'État par le Club des recycleurs que nous avons créé, qui rassemble 27 entreprises françaises, s'est engagé pour recycler 200 000 tonnes à horizon 2032 sur les 500 000 tonnes prévues collectées en France. C'est l'objectif gouvernemental, c'est qu'en 2031-2032, on puisse collecter 515 000 tonnes de vêtements et chaussures et linge de maison. Aujourd'hui, on en collecte 280 000 tonnes et qu'on ait un maximum de recyclés, un maximum de réemploi local et qu'on ait moins d'export à l'autre bout du monde et notamment en Afrique, que tout le monde connaît les problèmes que ça cause là-bas, ou en tout cas que s'il y a un export, et on a mis au point avec nos partenaires qui sont collecteurs-trieurs, qui s'appellent notamment Synergie TLC, ce principe de l'export zéro déchet, que si on doit exporter, il ne doit pas y avoir de déchets qui se retrouvent, donc c'est suffisamment encadré avec des contrats suffisamment sérieux pour que s'il y a de l'export, il n'y ait pas de produits qui se retrouvent sur les décharges. À ciel ouvert, donc qui termine ensuite sur les plages. Donc, en fait, cet écosystème qui est né et qui est en train de se développer à une échelle industrielle, on a dans notre pays tous les éléments qui nous permettent d'imaginer que dans les 4 à 5 ans qui viennent, on ait une part significative de la production, enfin de la gestion de la fin de vie
qui se fasse en recyclage. Donc recyclage pas uniquement en boucle fermée, bien sûr, mais également avec les boucles ouvertes, c'est-à-dire de l'isolant, c'est-à-dire du non-tissé, c'est-à-dire de la plasturgie. Il y a des gros projets de plasturgie en France et d'installation d'usines très importantes de plasturgie, donc avec des usines qui sont susceptibles de recycler le polyester. Comme vous le savez, le polyester est l'une des fibres les plus utilisées dans le textile. C'est 70% de la mise en marché de fibres dans le monde. Et donc, ces unités industrielles qui sont aujourd'hui à des stades de pilote seront capables de transformer le polyester des vêtements à partir du moment où il est très largement majoritaire en granulés de textile un granulé de polyester de grade textile, avec des qualités qui sont identiques avec de la matière vierge, puisqu'il y a une dépolymérisation, donc on revient au monomère, et ensuite, en éliminant évidemment toutes les substances qui ne sont pas utiles pour ce recyclage, et on fait derrière du polymère qui permet d'utiliser donc une deuxième fois ces matières-là, et même plus qu'une deuxième fois, parce que c'est un processus qui peut se faire à une échelle industrielle. L'autre point qui est important, c'est cette carte que vous avez sous les yeux, c'est que l'économie circulaire, bien sûr, on a vu qu'elle décarbonait, mais elle crée du lien. Elle est facteur de lien, elle est facteur d'intégration. La carte que vous avez sous les yeux, ce sont les éléments que nous avons mis en œuvre avec aujourd'hui une cinquantaine de partenaires qui sont aussi bien des marques, qui sont aussi bien, c'est pas du tout exhaustif, hein, les noms qui sont marqués, que des collecteurs-trieurs de l'économie sociale et solidaire, que des collectivités, que des grands groupes de distribution alimentaire, que des usines de tissage, de tricotage, de filature, etc. Et que cette économie circulaire, finalement, elle recrée du lien dans un univers du textile où finalement le système est à 97% mondialisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, c'est fini, il n'y a plus de lien. Aujourd'hui, il y a des trucs fous. Je lui donne quelques chiffres. 97% du textile que nous consommons dans notre pays est importé. L'industrie textile, hors confection, hein, l'amont, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 80% de ce qu'on produit est exporté. Je vous disais tout à l'heure qu'on collecte 290 000 tonnes de textiles en fin de vie dans notre pays, en tout cas en textile habillement. 80% de ce qu'on collecte repart à l'autre bout du monde. En fait, il n'y a plus rien qui se fait sur place. C'est une folie. Donc, on n'est plus capable de produire ce que nous consommons dans notre pays. Et on pense que c'est très dangereux. On l'a vu au moment des masques. On le voit au niveau des médicaments, où on n'a plus aucune indépendance. Pour le textile, 97%, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune molécule de teinture qui est fabriquée en Europe. Elles sont toutes fabriquées en Asie. Donc, en fait, il y a une perte de souveraineté, une perte de lien, une déshumanisation aussi de nos systèmes économiques sur lesquels l'économie circulaire peut apporter quelque chose de très très intéressant. Vous voyez les usines qui sont réhabilitées, construites, ou les usines existantes qui ont été créées au travers des projets dont je suis en train de vous parler. Je suis comment au niveau du temps, Florence? Ouais. 2-3 petites minutes pour conclure, ce sera 2-3 parfait. petites minutes, bon, ok. Donc, on a créé tout ça. Je vais rentrer dans le détail de manière un petit peu plus précise. On a notamment avec des partenaires qui s'appellent Andritz Laroche, qui s'appellent Pellinck, qui sont des fabricants de machines, donc Synergie TLC, qui sont des collecteurs-trieurs de l'ESS, Tissage de Charlieu, créer une unité qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile à Amplepuis, et qui, à notre connaissance, la première unité en Europe qui est capable de prendre des textiles diversifiés en fin de vie et de les trier par composition, par couleur automatiquement, et surtout de les délisser, c'est-à-dire d'enlever les points durs, les boutons, les braguettes, etc., et de les transformer en matière homogène
qui vont aller sur les différents exutoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire bien sûr le textile pour faire du fil, donc pour faire de la fibre de qualité filature, mais également la plasturgie, mais également le non-tissé, etc., etc. Donc l'isolant et autres. Donc aujourd'hui, on a dans notre pays cette capacité de mettre en œuvre cette économie circulaire. Et donc, je crois qu'il faut que elle est intégrative, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises se disent que c'est vraiment une voie qui change la donne, qui nous permet de retrouver. Agnès Pannier-Runacher, qui est venue visiter Amplepuis là, au mois de juillet, elle nous a dit ça, donc l'ancienne ministre de l'écologie. Dans le textile, en tout cas dans le textile d'habillement milieu de gamme, on a perdu la bataille de la compétitivité. C'est clair, c'est pas la peine de se raconter des histoires, on l'a perdu. Et elle nous dit cette phrase, peut-être qu'avec l'économie circulaire, on peut peut-être la retrouver. Parce que concrètement, il faut qu'on retrouve cette fierté de se dire qu'on est capable de consommer de produire ce que nous consommons dans notre pays. On fabrique notamment au tissage de Charlieu des sacs de caisse, quel produit plus basique, plus banal qu'un sac de caisse, quel produit plus délocalisable. Eh bien, Auchan n'a plus de sacs de caisse qui viennent de l'autre bout du monde en polypropylène. Ils sont fabriqués à Charlieu en matière recyclée et ils sont recyclables et ils ont créé des emplois. Je vous donne juste ces chiffres-là qui sont, à mon avis, très intéressants parce que ils montrent des choses qu'on doit démontrer. En 2023, on a créé 70 emplois autour d'un nouveau tissage et d'une usine de fabrication de sacs robotisés. Et on a économisé dans le même temps, dans la même année, mesuré par un cabinet extérieur, 70 000 tonnes de CO2. 1000 emplois de CO2 évités par emploi créé versus les sacs en polypropylène fabriqués en Asie. Donc, on peut réconcilier l'économie et l'écologie avec l'économie circulaire, recréer des emplois, recréer du lien et faire du bien à nos territoires et à notre morale. Donc, vive l'économie circulaire. Eric, merci beaucoup. J'avoue que là, pour le moral, c'est vraiment très chouette, voilà, de pouvoir démontrer que tout ce travail est possible en France et surtout de montrer tout ce que ça peut apporter en termes de dynamisme autour d'un domaine, le domaine textile, le secteur du textile qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est extrêmement mis en danger aujourd'hui. Et donc voilà, ça apporte évidemment plus qu'une lueur d'espoir, hein, puisque là, les choses sont concrètes, avancées, et se dire que dans 4-5 ans, on pourra sans doute avoir des boucles complètement fermées. C'est, je pense, le rêve de beaucoup d'activités. Et j'espère que ça donne envie, dans le textile, mais dans d'autres secteurs industriels, de pouvoir avancer dans cette direction. Merci beaucoup, Eric, pour ton témoignage. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de voir aussi le côté artisanal, puisque le textile, c'est pas que de l'industrie. Et j'aimerais, Laurence, te passer la parole pour ton témoignage sur la partie éco-conception et puis que tu nous expliques un petit peu tout ce que tu fais aussi en tant que créatrice. Donc, avant de lancer la vidéo, je vais faire une petite présentation que 70% des garde-robes sont peu ou pas portées. Donc déjà, ça c'est un vrai constat. La question c'est qu'est-ce qui fait que c'est peu ou pas porté? Donc ça, c'est chacun d'aller chercher ses questionnements. Il faut aussi ne pas oublier que chaque pièce que nous achetons raconte une histoire. Et la question à se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'incarner? On incarne ce que nous portons, on incarne ce que nous offrons. Donc, qu'est-ce que nous avons envie d'incarner? Donc, moi, j'ai créé donc l'atelier. Donc, je vais te laisser passer la petite vidéo donc, sur de la pièce uniquement personnalisée et ou sur mesure.
Bon, on va passer à la suite. Donc, pour ma part, il est important d'avoir que des produits éco-conçus, traçables. Donc, mes piliers pour développer les produits, donc ça va être notre identité, qui est la rareté par la singularité des pièces uniques, de l'émotion, parce que je crois à la durabilité par l'émotion, et à l'authenticité, donc tout ce qui est traçabilité, matières premières. Je source tout en France, donc ça, je vais les présenter après. Et puis, on a travaillé, donc je travaille que des produits, des co-créés avec le client et éco-conçus pour qu'ils soient retouchables, réparables, recyclables. Ça me paraît aujourd'hui fondamental. L'éco-conception ne peut plus être une option. C'est forcément, ça doit être impératif pour tous les produits. Et il existe, pour moi, il y a deux types de durabilité. Il y a la durabilité intrinsèque du produit, donc ces mots-là. Et il y a la durabilité extrinsèque, et ça, je vais vous en parler après. Donc d'abord, on va passer à la slide suivante. Concernant donc, le process de pièces personnalisées. Donc aujourd'hui, on a un ennemi qui est le temps. Et donc, j'ai développé un process de pièces sur mesure en un rendez-vous pour des robes, puisque le constat, les garde-robes sont beaucoup moins portés chez les femmes que chez les hommes. On a aussi le paramètre de la morphologie qui est, à mon sens, un peu plus complexe. Et donc, comment avoir une robe indémodable, intemporelle, qui traverse le temps, les époques et qui peut faire différents styles, parce que c'est mon ADN. L'ADN, c'est que chaque produit, il est important qu'il soit multifonction, qu'il puisse se porter quasiment en toute saison. Donc ça, c'est... Et qui traverse voilà, le temps, les époques. Ça me paraît fondamental pour le faire durer le plus longtemps possible. Donc, c'est une co-création avec le client. Ça, c'est indispensable pour lui donner de la valeur, puisque moi, je ne détiens pas, on veut dire, le pouvoir de la création. Je ne dis pas à un client, il faut porter ça à telle saison, dans telle couleur. Je ne crois pas à la mode. Je pense que la mode est démodée. Je pense qu'on est tous uniques et que si une personne vient me voir dire ben moi je veux un produit sans manche en hiver, ben, elle aura son produit sans manche en hiver. Voilà. Et en plus de là, on n'a pas tous les mêmes morphologies. Donc c'est encore un autre sujet. Donc, l'éco-création de modèles, donc ça c'est ce que je prépare, c'est ce que je prépare en amont, puisqu'il faut quand même accompagner le client à se projeter. Aujourd'hui, on achète une voiture en mode co-création, hein, il y a des bases existantes et on choisit la couleur, les options. Bah, c'est le même process pour du vêtement qui n'existe pas en fait, ou très peu, parce qu'on est sur un schéma linéaire, on a un créateur qui décide et l'acheteur doit prendre ce qui est sur le terrain, enfin dans les magasins. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a 70% des produits qui sont peu portés. Ensuite, donc, est vendu. À partir du moment où c'est vendu, on va rentrer dans l'éco-conception. Donc, c'est-à-dire que je vais créer le produit propre au client et ensuite, il sera lancé en fabrication au process de pièces uniques. Il va être livré et chaque produit est conçu pour être retouchable et réparable. Ça, c'est indispensable. Et pour le faire durer le plus longtemps possible, mais comme il y aurait aussi en amont beaucoup d'émotions et il y a une histoire en fait avec ce produit, ben, je pense qu'il a beaucoup moins envie de le jeter. Et après, on parlera de l'entretien. Parce que ça aussi, ça fait partie des points importants pour la durabilité d'un produit. Et on n'en parle pas assez souvent, me semble-t-il. Donc, je te laisse passer à la prochaine slide. Parfait. Donc, pour avoir un beau produit, il faut aussi une bonne matière. Donc, moi, il est important d'avoir un tissu naturel, peu froissable, confortable, respirant. Donc, quand j'ai donné tous ces critères, il me restait la laine. Et aujourd'hui, je développais un tissu en toile de laine Mérinos d'Arles. Donc, c'est une race de mouton qui est dans le sud-est de la France. Donc, la personne que vous voyez, c'est M. Dalgrande, avec qui je suis.
C'est lui qui a œuvré pendant une quinzaine d'années pour que ce mouton, cette race spécifique, soit labellisée, puisqu'aujourd'hui c'est reconnu la laine la plus fine d'Europe. Et ensuite, cette fibre-là est transformée en fil à Biella en Italie, puisque à ce jour, pour la laine est récupérée, les toisons tombent une fois par an. Et ensuite, donc lui s'occupe de faire laver et transformer en fil. Le fil arrive à Mazamet, à côté de Castres, où là, il est transformé en tissu. Et donc là, je suis avec l'équipe de tissage. Comme disait Eric, reconstruire des filières qui fonctionnent différemment. Aujourd'hui, on n'est pas cloisonné, je ne suis pas créatrice, c'est un partenaire, le tisseur. On parlait de fournisseurs. Pour moi, on est dans du partenariat. On a développé ce tissu-là ensemble avec le teinturier, donc il n'y a pas en photo, mais les établissements Plot qui sont à côté du tissage. Venir en arrière, s'il te plaît. Et donc aujourd'hui, le tissu, donc on a commencé par 2 couleurs, le noir et le bleu marine, et on a ouvert donc à des couleurs un peu plus colorées, mais tout en restant dans l'intemporel. Et le tissu, c'est 1500 km, du mouton, voilà, jusqu'à l'arrivée à Lyon, pour qu'ensuite il sera transformé en produit. Donc là, du coup, Laurence, on est quand même très loin de ce que décrivait tout à l'heure Eric, de tout ce transport qui fait le tour du monde, des fois plusieurs fois. Oui. Et on est vraiment dans de la circularité locale, et c'est un Oui, point fondamental. tout à fait. Et je ne jette absolument aucun déchet de ces tissus, parce que déjà, il a une forte valeur financière. Et puis, c'est un produit qui peut être voilà, transformé. Les déchets peuvent être revalorisés. Donc, ça, c'est aussi important. La gestion de nos déchets. Donc, on va passer à la slide suivante. Alors, je suis convaincue que l'attachement à un produit se fait par la personnalisation et l'émotion. Donc, la personnalisation, c'est chaque pièce qui sort de l'atelier est personnalisée. Donc, les robes vont être identifiées pièces uniques avec les initiales des clientes. Et ça, c'est beaucoup apprécié. Les étoiles, elles sont fournies avec une pochette pour pouvoir les transporter. Elles auront aussi les initiales clientes. Et puis ensuite, les goodies sont logotés à l'image des entreprises si elles le souhaitent. Et parfois, il y a des clients qui ne souhaitent même pas avoir le logo de sa propre entreprise, qui veulent juste avoir l'initiale de ses clients, enfin, de leurs clients, quoi. Pour marquer, voilà, au fait aussi, c'est pour aussi montrer l'intérêt que le client a avec son client, quoi. Et puis, on a développé, alors j'ai développé l'ingénieuse avec le motif du client, plus on est sur vraiment de la micro-série. Voilà, donc on est sur des pièces à forte valeur émotionnelle. Et ça, je crois que la durabilité, elle passe aussi par là, parce que ça nous donne envie de garder notre produit longtemps. Il y a la valeur, donc, comme je disais, émotionnelle, et évidemment, il y a une valeur financière. Mais quand ça a une valeur financière, on n'achète pas un produit sur un coup de tête. Il y aura une réflexion. Est-ce que j'en ai besoin? Et ensuite, comme je fais des produits, on va dire, intemporels, multi-usages, le but, c'est aussi de pouvoir le porter, comme je disais, à différents moments de l'année et enfin, tout le temps, quoi. Donc ça, c'est aussi important. C'est pas un produit, un usage. Je te laisse avancer, Samuel. Et puis aussi l'expérience. Voilà, je crois que pour donner de la valeur à un produit et qu'il raconte une belle histoire, il y a la rencontre, il y a
une expérience comme on vit, comme certaines de mes clientes disent, ah, ben, c'est comme on fait de la robe de mariée. Je dirais aussi la couturière des années 50. C'est aussi à ça où on compare, sauf qu'on est sur un process, on va dire, quand même derrière, un peu plus industrialisé, entre guillemets, artisanal, mais on processe parce que le temps a une valeur, vous le savez tous. Donc, mais le temps avec la cliente, ça me semble très important et c'est pour ça que j'ai développé le process du sur-mesure en un rendez-vous, puisque le temps est notre ennemi et il y a aussi la valeur du produit. Pour pas qu'on ait des produits qui soient à 10 000 euros pièce. Un rendez-vous, ça me semble, c'est bien. C'est une belle rencontre aussi. Et dans un monde où on est au digital, avoir du lien, c'est important. Donc là, c'est pour montrer des robes indémodables, voilà, multi-usage, multi-âge, enfin tout âge confondu. D'une robe, voilà, je me promène, je vais faire du vélo, elle sert pour le quotidien, et puis je l'accessoirise différemment et je vais à un mariage. Ça me semble, voilà, les bons basiques dans sa garde-robe pour ne pas en avoir beaucoup, en fait. Moi, je prône la sobriété, le minimalisme parce que c'est aussi ça qui fait qu'on peut aussi se décarboner, entre guillemets. Mais décarboner ne veut pas dire forcément, c'est pas déconsommer, c'est juste consommer différemment. Donc, je parlais aussi de produits multi-usages. Eh bien, j'ai créé ce modèle donc, qui fait foulard, écharpe et tôle, qu'on peut porter en hiver en écharpe et en veste en été. Et toujours le même concept, hein, on est sur des matières naturelles et on peut personnaliser son produit. Le goodies artisanal local pour les entreprises, donc le cadeau qui vient pas du bout du monde, qu'on aura logoté à l'image de l'entreprise, hein, puisque c'était beaucoup la mode, excusez-moi, mais partout où je passe, on me parle de la gourde, du mug. Donc moi, j'ai décidé de faire des pochettes, voilà. En fait, c'est parti d'une demande d'une personne, d'une entreprise. Et j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Il a vu la pochette de l'ingénieuse et s'est dit, bah, des pochettes pour mes clients, ça pourrait être une bonne idée. Multi-usage, voilà. J'ai tous les cas de figure. Ceux qui me parlent de mettre leur chargeur d'ordinateur, leur vapote, le matériel de médecin. Voilà, c'est très hétéroclite et ça, c'est formidable. Et on peut aller jusqu'aux initiales des clients, comme je vous les ai déjà montré. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui. Et puis, en conclusion, les emballages. Parce que quand je livre une robe, je ne la livre pas juste la robe comme ça, de main à la main. Je la livre dans une boîte. Et donc, c'est une boîte éco-conçue qui est à la fois esthétique et qui peut être réutilisée en porte-documents. Donc, on essaie de penser le produit dans sa globalité. Voilà. Ce que je peux dire comment j'ai conçu. J'ai travaillé avec Florence sur l'éco-conception. On était tellement en avance qu'à l'ADEME, ils n'avaient pas encore référencé le mouton français. Voilà. La laine française, puisque nos chiffres n'étaient pas bons. Je disais, mais il y a un problème. Et quand on a regardé dans les bases de données, bien, on en était encore à la laine d'Australie. C'était chouette de voir qu'on était un peu en avance sur son temps. Français, hein, Laurence. On était un peu avant sur notre... Mais aujourd'hui, bah, je sais qu'à l'ADEME, ils ont référencé le mouton français. Super. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Je vous propose, donc, juste avant de prendre vos questions, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. N'hésitez pas à aller en rajouter. Là, on va prendre un petit temps pour y répondre. Je vais aussi vous mettre dans le chat le lien pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la méthode Green to Market. Donc, la méthode est décrite dans un livre que vous avez là sur l'écran. On vous met le lien si vous souhaitez commander le livre.
Je vous rappelle donc que Green to Market, c'est l'accompagnement d'entreprises sur des projets qui associent marketing responsable et éco-conception. Ce sont les formations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous pouvez nous contacter, soit Samuel, soit moi, bien sûr, pour qu'on puisse en discuter de façon complètement ouverte et transparente. Voilà, donc ce que je vous propose peut-être, Samuel, pour les questions, je te redonne un petit peu la main. J'ai vu qu'il y en avait déjà certaines qui avaient été posées. Je m'excuse, je vais arrêter l'écran parce que j'ai pas du tout accès aux questions pour le moment. Donc j'arrête le partage d'écran et je reviens vers vous. Ok. En tout cas, alors je regarde dans le question-réponse, est-ce qu'on a des questions a priori? Non, c'est plutôt dans le fil Oui, alors de on avait une conversation. question d'Olivier qui demande bonjour. Donc je pense que c'est une question pour Eric. La France est-elle équipée de machines pour défilocher les fibres sur l'ensemble du territoire? Et une deuxième question, toujours Eric, des collecteurs auront-ils la possibilité d'attendre encore 5 ans alors qu'ils sont à ce jour sous l'eau? Oui, c'est clair qu'ils sont sous l'eau. Donc la capacité installée en France, elle est de 60 000 tonnes à peu près. Le sujet, c'est, pour l'instant, c'est pas tellement ça, c'est les débouchés de l'autre côté qui vont nous permettre de vendre cette matière effilochée, et c'est aussi l'engagement des marques sur l'achat de matières recyclées, aussi avec le système des éco-organismes où il y a des primes d'incorporation de matières recyclées qui sont en train d'être revues à la hausse, ou avec des systèmes différents, etc. Donc tout ça est en train de se mettre en place, mais bien sûr que les collecteurs, ils sont vraiment dans des situations dramatiques, et il faut aller vite. Mais construire des usines, ça se fait pas en 5 minutes. Mais il y a de la capacité installée. Donc aujourd'hui, ça a démarré à une échelle industrielle. Maintenant, il faut que ça se développe. La boucle fermée, comme tu le disais, Florence, tout à l'heure, existe à l'échelle industrielle en France, d'ores et déjà. Mais maintenant, il faut qu'on le développe de manière rapide. Et comme son nom l'indique dans l'économie circulaire, il n'y a pas d'amont, il n'y a pas d'aval. On est tous interdépendants, à savoir les marques, les utilisateurs, les processus industriels, les collecteurs-trieurs, etc. Et c'est en tirant le flux qui, évidemment, arrive des marques, mais va repartir aux marques, en tout cas pour la boucle fermée, qu'on arrivera à faire du bon boulot. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Il y avait aussi une question, je pense que c'était pour Laurence, mais ça peut être aussi pour Eric. C'est comment vous mentionnez l'un et l'autre les modalités d'usage et donc d'entretien dont parlait Laurence tout à l'heure. Oui, alors oui, effectivement, j'ai dit que j'allais en parler, je n'ai pas parlé. Alors moi, comme j'utilise, enfin pour ces matières naturelles, l'entretien, d'abord, c'est aérer ces produits. Je ne porte, enfin pour ma part, je ne lave pas mon produit à chaque fois que je le porte. La laine, ça s'aère. Donc j'aère et je préconise, puisqu'on est sur de la robe et on n'a pas forcément des physiologies, excusez-moi, mais c'est un peu une réalité au niveau du repassage. Je préconise, en ayant porté le produit une fois par semaine, de le déposer au pressing une fois tous les 2 mois. C'est largement suffisant, comme un costume. Donc plutôt un nettoyage à sec, si je Voilà, comprends bien. noyautage à sec. Ok. Eric, toi, Eric, ouais. sur les étoiles, ce que tu produis, tu fais des précaux? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est marqué sur l'étiquette, hein. J'avoue, je ne sais pas très bien d'ailleurs comment ce qui est marqué, mais euh, c'est lavage machine à 40 degrés. Voilà, pour les Et pas, étoiles. et pas forcément parce qu'il n'y a pas il y a pas autant de lavage, j'imagine, sur une étole que chez les clients que sur un textile. Donc pas plus d'informations. Il y avait un point, là j'aimerais bien vous avoir parce qu'on a eu des discussions la semaine dernière dans le cadre de l'ESPR sur la durabilité. On nous pose la question, durabilité, est-ce que ça dépend de la matière? On a parlé que c'était peut-être au-delà de la matière, de la qualité. J'ai entendu, alors, je sais pas, c'est Laurence qui l'a dit, c'était l'aspect un petit peu sensation. Il y avait quelque chose qui était au-delà du physique, hein, c'est ça?
Ah oui, oui, bien au-delà du mystique. Moi, je parle d'attachement au produit. Un produit qui dégage, enfin, qu'on a. En fait, il y a quand est-ce qu'on l'a acquis et comment, pourquoi. Et, enfin, pour ma part, enfin, il me semble que un produit qui ne dégage aucune émotion, il n'y a aucun attachement, on le prend, on le jette, ça devient du produit jetable. Et quand un produit a une âme, en fait. Et si on crée un attachement avec le produit, il y a des émotions, en fait. Quand on acquiert ce produit parce qu'on connaît son histoire, parce qu'on a vécu quelque chose, parce qu'il est personnalisé à notre style, à notre image, bah, il me semble que ça va être ça qui fait qu'on aura aussi envie de le garder longtemps. Et quand on a envie de garder longtemps, on prend aussi peut-être plus soin de ses affaires. Mm. Peut-être. Voilà, c'est une question Ouais. à se poser. C'est sûr, hein, Laurence, tu as tout à fait raison. Il y a des études là-dessus. 2 tiers des études assez importantes, hein, sur plusieurs milliers, dizaines de milliers de consommateurs faits dans différents pays du monde. 2 tiers des causes de fin de vie d'un vêtement ne sont pas liées à sa résistance physique, mais à d'autres causes, dont l'attachement, évidemment. C'est ce qu'on appelle cette durabilité émotionnelle, ou le fait que ça ne nous va plus, ou parce qu'on a grossi, ou parce que, etc. Enfin, en tout cas, ne qualifier la durée de vie d'un vêtement uniquement par sa robustesse, c'est un angle qui est très incomplet, puisque les 2 tiers de causes de fin de vie d'un vêtement ne sont pas liées à la robustesse. Et là-dessus, c'est vraiment un sujet important sur lequel il faut qu'on se batte pour que, au niveau européen, on accepte cette idée de durabilité émotionnelle. Un vêtement, c'est aussi, comme tu le dis, Laurence, de l'émotion. Et si on enlève ça, on enlève, on est le seul animal qui s'habille. Et ça reflète effectivement notre âme. C'est à la fois le produit contient une âme, mais il reflète aussi la nôtre un peu. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose d'important, hein, l'aspect usage, durabilité, maintenance. Clairement. J'avais une petite question là qui est plus technique, savoir si, on a la réponse. C'est Thierry Marché qui pose la question sur l'impact du polyéthylène vierge versus du polyéthylène recyclé mais dépolymère suite à une attaque chimique, dépolymérisation. Je vais y arriver pour et repolymérisation. Donc Alors, le recyclage chimique dessus. Je sais pas si Eric, toi, tu as des les infos chiffres, là-dessus. ouais, on a des infos. Alors, je l'ai dit de mémoire, mais Après, ça va varier en c'était fonction déjà des plus, si c'est dépolymérisations. plus précis, on peut les envoyer après, Eric. Mais Ouais, ouais. n'hésite pas à donner comme Mais les grandes. en gros, ça varie si on divise par deux à peu près ce que j'ai en tête, et ça va varier si c'est de la dépolymérisation chimique ou enzymatique. Ce serait évidemment moins impactant en enzymatique. Il y a aussi d'autres types de dépolymérisation. Enfin, il y a différents types de chimie plus ou moins impactantes qui permettent de dépolymériser le polyester. Et donc, mais là, je pourrais effectivement faire passer des éléments là-dessus. En tout Ouais. cas, c'est moins impactant que le vierge, c'est clair. Oui, donc ça peut être une solution. Déjà, c'était pas des choses qui étaient forcément disponibles il y a quelques années. Ouais, C'est c'est des très récent, ouais. technologies qui se mettent en place et Ouais, qui permettent de recycler des choses qui n'étaient pas forcément recyclables avant, absolument. Absolument. sur du recyclage, on va dire thermique, comme on faisait en passant par une phase amorphe du plastique. Ouais, tout à fait. Et concrètement, il y a de plus en plus de polyester dans les vêtements qui sont récupérés dans les collectes. Et c'est le plus difficile à recycler aujourd'hui. Sans ces Mm. usines, on ne sera pas capable de le recycler correctement, quoi. Puisque même l'isolant, il est plutôt fait à base de coton. Et on a une frange de plus en plus importante des produits qui sont collectés qu'on n'arrive pas à recycler. Mais justement, avec ces technologies, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour recycler une très, très, très grande majorité des textiles mis sur le marché. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour une question qui est pour moi, c'est plus sur la partie de l'élastane qu'on retrouve de plus en plus en mélange dans les textiles. Est-ce qu'il y a des solutions qui Oui, apparaissent là maintenant ouais, ou il y a pas? une boîte lyonnaise, hein, que certaines d'entre vous doivent la connaître, qui s'appelle Recycle Elite,
qui arrivent justement à recycler, même avec des mélanges complexes, et y compris quand il y a de l'élastane. Ok. Et aujourd'hui, en fait, je termine par ça peut-être parce qu'on a dépassé l'heure, mais si l'ingéniosité humaine que nous avons mis pour transformer les matières vierges, on la met au même niveau pour transformer des matières recyclées, mais c'est un champ qui s'ouvre, qui est colossal. Il y a plein de choses à faire. On est au balbutiement. C'est vraiment le début, hein. On va y On a des arriver, bien super sûr. perspectives. En tout cas, merci Bien sûr. beaucoup à tous les deux pour votre participation. Merci Avec Samuel. joie. Merci à tous de nous suivre depuis 9 épisodes. On vous donne rendez-vous pour le 10e. On vous souhaite une très belle fin de semaine et un beau week-end par avance. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.